passionnante sur les produits dérivés et produits alternatifs au café. Alors les sujets vont être longs et importants. On va parler cacao, on va parler chicorée, on va parler sarrasin et encore plein d'autres produits. Ça va aussi nous faire introduire la table ronde de cet après-midi sur les tendances dans les coffee shops et les tendances boissons. Donc n'hésitez pas à venir écouter nos experts avec... regardez comme ils sont beaux sur ce nouveau canapé là, tout. T'es bien entourée, Charlène, je trouve. Hein? Olivia, je te laisse la parole, l'animatrice de cette table ronde, Olivia Sicardi. Merci Marie-Hélène. Alors bonjour tout le monde, bienvenue dans cette conférence sur les produits dérivés et alternatifs au café. Alors rapidement, avant de commencer, je voudrais remercier le collectif Café et l'organisatrice de ces conférences pour nous donner l'opportunité d'aborder des sujets variés qui nous montrent encore une fois que la filière café est bien plus large que son nom ne l'indique. On va en parler aujourd'hui. Alors, avant de laisser la parole aux personnes qui m'accompagnent, Benjamin, Charlène et Alexis, un rapide aperçu des thématiques qu'on va aborder, pour que vous puissiez décider si vous souhaitez rester ou pas, et pour attirer d'autres auditeurs. On va parler des tendances au niveau des boissons qu'on observe dans les établissements coffee shop. On va également parler des caractéristiques différentes de différents produits, que sont, vous l'aurez compris, chicorée, cacao, mais aussi thé, matcha, infusion, cocktail et peut-être même maté. On va parler aussi du positionnement dans la filière. Est-ce que ce sont des produits qui sont complémentaires ou qui s'opposent au café? Et rapidement, on survolera les enjeux professionnels en termes de traçabilité, de qualité, de sourcing et aussi de métier pour le barman ou le barista. Alors, je me présente, moi je suis Olivia Sicardi, je suis la fondatrice d'Aquarius Coffee Lab, donc consultante café et boissons, formatrice barista. J'accompagne les professionnels en fait à construire et vendre leur offre de boissons de l'univers coffee shop. J'accompagne aussi à l'ouverture d'établissements. Je suis aussi l'hôte du podcast Café sans filtre, entreprendre dans l'industrie du café, où l'on aborde très souvent des sujets similaires à ceux d'aujourd'hui sur les produits dérivés et alternatifs au café. Sans plus attendre, honneur aux dames, est-ce que chacun peut se présenter Bonjour, et présenter son expertise. Charlène, je te laisse la parole. Bonjour à tous, donc Charlène Cabioche, je suis mixologue spécialisée dans la création de cocktails à base de café, avec, sans alcool. Je voyage beaucoup à travers le monde pour pouvoir me former, découvrir de nouvelles saveurs, de nouveaux produits, pour les intégrer à mes créations. Et je travaille principalement avec les bars, coffee shop, restaurants, et j'anime quelquefois des masterclass pour transmettre des connaissances sur le café et les produits dérivés. Voilà. Merci Charlène. Bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis Benjamin Bienner. Je suis torréfacteur de céréales et de chicorée, reconnu par le Collège culinaire de France. Je suis basé à Bordeaux. Et depuis un peu plus de 2 ans maintenant, j'ai décidé d'aller ouvrir le champ des possibles de la torréfaction pour l'appliquer à des matières premières locales qu'on a en France pour essayer d'aller créer des nouvelles saveurs, des nouveaux arômes et des nouvelles boissons. Et donc je travaille des ingrédients comme l'orge, l'épeautre, le sarrasin, la chicorée bien évidemment. Et je commercialise avec ma marque Bibo des produits qu'on va infuser avec les méthodes d'infusion du café ou celle du thé également pour avoir des produits versatiles. Et bonjour, moi je m'appelle Alexis de Boisset et je suis directeur commercial cacao chez Belco. Belco qui est un peu plus connu pour le café, ses activités autour du café. Et effectivement, ça fait à peu près 4-5 ans qu'on développe une activité de sourcing et d'importation de fèves de cacao. Et personnellement, moi, ça fait une bonne dizaine d'années que je suis tombé dans le cacao. Et avec des expériences diverses en pays producteurs et dans d'autres pays aussi, niveau consommateur. Et donc aussi maintenant avec Belco en France et en Europe, voir exactement comment se transforme cette filière. Donc on en parlera aussi. Tout à fait.
Merci pour ces belles présentations, panel d'experts. Alors, on va parler plus spécifiquement de la chicorée et du cacao de par vos expertises, Alexis et Benjamin. Charlène, toi qui travailles sur des produits divers, est-ce que tu as remarqué des tendances, que ce soit en termes d'ingrédients ou en termes de de produits finis en tasse, dans les coffee shops ou dans les bars? Alors oui, effectivement, dans les coffee shops, principalement du café, mais ce qu'on va chercher, c'est aussi une expérience, donc autour d'une boisson signature, qu'elle soit avec ou sans alcool, spécialement sans alcool pour les coffee shops, du coup, et avec des produits comme de la feuille de caféier, on peut faire du thé, les fleurs, les feuilles, la chicorée. Donc petit à petit, il y a une émergence de nouveaux produits, le cacao aussi qui est de plus en plus en vogue parce qu'on va trouver des similitudes entre l'univers du café, donc avec des process, des saveurs, l'univers du cacao, maintenant les céréales et le thé. Donc pour moi, c'est vraiment un univers qui est en pleine expansion et surtout qui donne une expérience client qui est non négligeable et qui est très importante dans un coffee shop. Ok. Merci beaucoup. Benjamin, si on parle de tes produits, toi plus spécifiquement, qu'est-ce que tu travailles et comment tu les travailles? Ouais, alors en fait, moi je suis parti d'un constat de base qui est que on est le premier producteur mondial de chicorée. On a un réel savoir-faire de production, de filière et de transformation aussi. On a quand même des vrais professionnels de la torréfaction de chicorée. Et pourtant, on a un produit qui s'est un peu dégradé dans le temps, on va dire, en termes d'image, mais aussi en termes d'innovation. Et j'ai voulu apporter un nouveau regard sur cette matière première-là et donc reprendre de zéro la création de profils de torréfaction et ensuite de création d'assemblage. Par un biais personnel que j'adore les cafés assemblés, les blends, j'ai voulu créer un blend de chicorée, difficile parce qu'il y a une seule variété de chicorée, donc on peut faire des blends avec différents niveaux de torréfaction, mais on arrive à des choses qui sont assez très très fines pour voir les différences. Et donc j'ai décidé de faire des blends en utilisant des céréales. Je me suis inspiré aussi beaucoup de ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Je te coupe, excuse-moi. Ouais. C'est peut-être pas clair pour tout le monde. Blend, c'est un mélange. Hein. On préfère préciser, oui. On ne sait jamais. Non, mais il faut. Et donc, du coup, je me suis inspiré notamment du café d'Orzo en Italie. Je travaille l'orge. Je me suis aussi inspiré du Mugicha, qui est une autre version du café d'orge, mais plutôt japonais. Également le Sobacha, qui est le thé de sarrasin grillé, qui est également en Asie. Et en fait, j'ai retravaillé des profils de torréfaction sur ces ingrédients-là. L'idée étant pas de créer et de reproduire des substituts de café ou alternatives au café, comme ça a pu être fait à certains moments de développement de la chicorée, mais plutôt d'aller établir des nouveaux produits et d'aller vraiment chercher un respect profond du produit, des arômes, pour aller plus loin, quoi, tout simplement, et aussi montrer qu'on a en local des produits qu'on a sous le nez depuis toujours et qu'on n'a pas forcément pris le temps d'apprécier avec des savoir-faire qu'on a. Voilà ce que je fais. Oui, donc il y a quand même un enjeu d'image du produit, que ce soit la chicorée qui n'est pas uniquement la boisson de nos grands-mères, et aussi en termes de complémentarité, on va l'aborder ensuite. Je passe la parole à Alexis sur le cacao, les tendances. Peut-être déjà nous parler des tendances, mais aussi faire le distinguo, parce qu'on a tous, je pense, cette association cacao égale chocolat, et c'est pas vraiment, il n'y a pas que ça qu'on peut faire avec le cacao. Ouais. Et effectivement, en fait, on a le mot tendance. Moi, je parlerais, en tout cas, dans le cacao, plus de transformation. Oui. On est en train de vivre dans la filière cacao-chocolat une transformation très profonde, lente, profonde, sur comment on aborde ce produit. Et en fait, c'est passionnant parce que du coup, ça fait bouger les lignes, bien sûr, dans la filière cacao, mais ça ruisselle aussi sur les autres filières. Les filières qui ont et qui ont dans le passé et aujourd'hui utilisé le cacao. Et notamment, du coup, quand on réfléchit au coffee shop, par exemple, le chocolat, le cacao, donc le chocolat qui est une version transformée du cacao, a toujours été présent dans les coffee shops. Donc forcément, ça vient influencer sur d'autres filières qui utilisent ce produit. Et donc il y a après, pour énormément de raisons, une logique à ça. Et la transformation qu'on est en train de vivre dans le cacao, je dirais qu'elle a beaucoup de similitudes avec les transformations qu'il y a eu dans d'autres filières, comme le café.
Et du coup, il y a un ADN commun, des valeurs communes, un aspect sensoriel commun. Il y a énormément de similarités en fait, qui font que finalement, quand on parle du produit, même si c'est notre filière, les gens en tilt se connectent, comprennent, et on parle un langage en fait, on se comprend. D'accord. Donc ça c'est. Et alors, est-ce qu'on peut faire le distinguo, donc cacao, boisson égale une des transformations, le chocolat égale boisson gourmande, donc dans les coffee shops. Mais par exemple, Charlène, toi, dans ton métier, est-ce que tu utilises le cacao, et si oui, sous quelle forme? Alors j'utilise le cacao en chocolat, on peut en faire aussi des sirops, on peut utiliser la cascara du cacao comme on va utiliser la cascara du café. C'est pas le même procédé, mais par exemple le cacao, une fois qu'il est torréfié, il y a une espèce de la parche en fait qui va être réutilisée. On peut faire un thé de cacao. Et ça peut faire une boisson. C'est vrai qu'on connaît la cascara du café, mais on entend moins on connaît. Alors, celle du cacao. On a fait un petit sondage avec une influenceuse récemment sur les réseaux pour savoir qui connaissait la cascara de café. En fait, nous, dans l'industrie, on pensait la connaître, mais pas tant que ça. C'est pas si évident que ça. Donc, effectivement, c'est la pulpe du fruit du café qui va être séchée, si on vulgarise au maximum. Ouais. Et on a la même chose. Qui peut être torréfiée aussi, qui pour développer le sucre, justement, et les arômes fruités. Parce que quand on mange une cerise de café, la cascara comme ça, ça a un peu, oui, c'est un léger goût sucré puisque c'est un fruit, mais on va surtout aussi retrouver des notes un petit peu de poivron. Donc une fois que c'est séché et que ça va être torréfié, et ça va développer plus les arômes sucrés, donc caramel, fruité. Ce sera plus agréable. Et donc ça, tu l'utilises dans des cocktails ou des infusions, quoi. Voilà, ça peut s'utiliser sain, par exemple une infusion de cascara qu'on va rendre pétillante avec un sirop de sucre, là, pour une boisson. D'accord. Un petit twist. Mais sinon, on peut l'intégrer à une boisson avec de l'alcool, si on veut faire un cocktail. Oui, même en pâtisserie, en fait, le champ des possibles est infini. En cuisine, pâtisserie, tout ce qu'on veut. En fait, on peut faire plein de choses. On parlait des produits, le chocolat, le cacao, le café, la chicorée. En fait, ce qui est important, c'est de connaître d'où vient le produit. Moi, c'est ça, savoir. Par exemple, tu nous expliques comment tu fais ta chicorée, tout le process. Comme le cacao, on veut savoir d'où il vient, comment il est fait, par qui. Exactement. Le cacao du Venezuela n'aura pas la même saveur qu'un cacao du Guatemala ou du Mexique. La chicorée, c'est français. En fait, connaître les caractéristiques organoleptiques, physiologiques du produit. Alors justement, si on termine sur le cacao, donc on a parlé du chocolat, on a parlé de la cascara. Est-ce que tu peux, Alexis, peut-être nous parler du gruet? On entend aussi beaucoup ce terme, et de tout autre dérivé du cacao qui pourrait être intéressant. Ouais, et donc en fait, pour faire le lien aussi avec ce dont on parlait avant, cette transformation qu'on voit dans la filière, en fait, c'est un rapprochement vers le produit dans son état originel, donc le fruit. Donc c'est une fève, à la base, ça pousse sur un arbre, etc. Ça reste quand même un produit agricole, naturel. Et en fait, c'est l'idée de se rapprocher le plus près de ça. Vous avez peut-être entendu parler du bean to bar, c'est le mouvement qu'il y a dans le chocolat, littéralement de la fève à la tablette. Donc c'est le principe de dire, ok, on se rapproche de la fève. Pour prendre à contre-pied, en fait, une manière dont l'industrie s'est développée ces 40 dernières années, de ne travailler que sur des bases de chocolat, déjà préparées par des entreprises industrielles. Donc là, il y a cette volonté de se rapprocher de la fève. Et donc quand on se rapproche de la fève, en fait, on a un univers des possibles qui est beaucoup plus large que quand on travaille comme matière première le chocolat qui est déjà transformé. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que du coup, donc déjà la fève, elle est crue, on peut décider de la torréfier ou pas, comment on la torréfie, toutes les questions que peuvent se poser les torréfacteurs, elles s'appliquent désormais sur les profils de torréfaction de cacao. Et ensuite, elle est effectivement plus transformée, et aller vers le chocolat, c'est un chemin, mais il y a plein de chemins possibles. Et effectivement, on va commencer par la dépioter, donc on va enlever l'écorce. Donc l'écorce, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'il y a? On va se rendre compte qu'effectivement, il n'y a pas de matière grasse dans l'écorce. Par contre, c'est bourré d'arômes. Donc là, quand on commence à vouloir l'utiliser dans des infusions, etc., ok, on a une possibilité. Et effectivement, le gruet, du coup, c'est une fois qu'on a enlevé l'écorce, qu'on a concassé la fève, pas broyé, concassé, en petits bouts un peu grossiers. Et c'est ce qu'on appelle le gruet. En anglais, c'est les nibs. C'est peut-être plus connu sous le nom de nibs, d'ailleurs. Et on le voit parfois dans des inclusions sur des tablettes. On parle aussi d'éclats de fèves de cacao. C'est ça, en fait. Et donc, c'est le produit brut. Et alors là, pour le coup, rien à voir avec l'écorce, parce qu'il y a à peu près, dans une fève, 50% de gras. Après, il y a des protéines, il y a des antioxydants, il y a des nutriments,
Il y a de la théobromine aussi qui est considérée comme un super aliment. Voilà. C'était ma question. C'est voilà. parfait. Donc voilà. Et après, voilà. Donc, quand on commence à l'extraire aussi, comment ces éléments vont se transformer en fonction de la transformation qu'on veut y mettre. Ok. Et ça donne presque une impression de rien ne se perd, tout se crée, quoi, comme si tout était réutilisé. Alors Benjamin, peut-être pour nous qu'on connaisse aussi bien le produit que maintenant on connaît très bien le cacao. Comment la chicorée, moi je me suis installée dans le Nord il n'y a pas longtemps, je faisais une association chicorée égale chicon égale endive. Je crois que c'est un peu plus complexe que ça. Oui, un peu, mais en même temps c'est assez simple. En fait, la chicorée c'est une racine, ça ressemble un peu au panais, donc ça pousse dans la terre, dans les sols. En fait, on va venir la cultiver, l'extraire du sol. Une fois qu'elle est extraite, on va venir la laver. Une fois qu'elle est lavée, on la débite en petits morceaux qu'on va appeler les cossettes, qu'on va faire sécher naturellement ou avec des séchoirs. Il y a plusieurs techniques utilisées. Et une fois qu'elle est séchée, on va venir la torréfier. Maintenant, c'est intéressant de voir les tendances. Finalement, on se rend compte que il y a un mouvement de fond qui est un peu le retour à la base et vraiment au respect initial des produits et de comment de toute la filière au final. Et en fait, la chicorée, c'est comme le cacao, comme le café, à la base des petites productions avec une maîtrise de la chaîne qui est censée être complète. Et par les habitudes de consommation, on a eu des choses qui ont été un petit peu altérées, et notamment la mise en place de processus quasi industriels ou carrément industriels. Et notamment sur la chicorée, en fait, on a eu un virage qui a été pris au moment notamment du dernier siècle et des guerres, où on a eu un besoin de production beaucoup plus large, et donc on s'est mis à adapter la production et notamment à faire des extraits de ces cossettes-là. On a fait des infusions qu'ensuite on a passé en boisson soluble, et maintenant dans l'esprit général, la chicorée est une boisson soluble. C'est souvent également aussi l'américorée, donc moitié café, moitié chicorée. Et en fait, on a eu un twist qui s'est fait dans l'imaginaire collectif et qui maintenant identifie la chicorée à de la poudre, alors que non, à la base, c'est réellement une matière première dure, et c'est donc des grains. Et c'est là où moi aussi j'ai fait le choix de garder ces grains-là. Donc en fait, j'applique mon profil de torréfaction qui est nouveau. On est vraiment sur des torréfactions, mais un peu pareil que dans l'univers du café aussi, on s'amuse maintenant sur les profils de torréf. Et là, on est vraiment sur des torréfactions qui sont lentes pour vraiment justement aller sortir des arômes qui vont être intéressants et les plus respectueux possibles des produits. L'inverse du café, alors un petit peu, parce que dans le café de spécialité, on n'aime pas trop la torréfaction lente, c'est cuit à cœur, on n'aime pas trop voir écrit ça parce que justement, on élimine quasiment tous les arômes. Donc c'est quand même un produit qui est différent, hein, qui existe pour ses caractéristiques gustatives propres, quoi. Mais du coup, ça se rapproche pour le coup du cacao, puisque le cacao subit une torréfaction qui est vraiment différente du café. On n'a pas les mêmes températures et ça va être plus long. Ah, c'est hyper intéressant ça. Et alors, comment est-ce qu'on va reconnaître un cacao de qualité, ou est-ce qu'il y a des questions à se poser, parce que c'est une question, je pense qu'on pourrait y passer. Si c'est bon, c'est de la qualité. Oui, alors il y a l'appréciation subjective de chacun, mais je crois qu'on se disait dans un coffee shop, maintenant on est hyper content de trouver du super bon café de spécialité, mais on est quand même déçu quand autour le thé n'est pas à la hauteur, ou quand la chicorée elle est là, mais on ne sait pas trop en parler, c'est vrai que je suis réduit à la chicorée, mais non, ou les boissons à base de céréales, qu'on ne sait pas très bien en parler ni les extraire. Est-ce qu'il y a 2-3 questions ou 2-3 indices comme ça sur chacun des produits? Peut-être, Charlène, toi, la liste va être longue, mais en termes de qualité, quels conseils on pourrait donner aux coffee shops ou aux établissements, un peu une checklist comme ça? Faut sourcer un bon produit. Ouais. Comme on va sourcer son café dans un coffee shop, on doit sourcer son thé, on doit savoir d'où il vient, comment il est produit, il faut donner une sélection. Moi, je pense que c'est important. Maintenant, on a des sélections de café, il faut donner aussi des sélections de thé, des sélections de chocolat, cacao. Enfin, on ne peut plus retrouver dans un café de spécialité du chocolat qui ne va pas être du chocolat aussi, on va dire chocolat spécialité, du coup, un bon chocolat. Ou alors des produits dérivés, pourquoi pas? Parce que si on ne veut pas de théobromine, si on ne veut pas de produits excitants, on ne veut pas de café, on ne veut pas de thé, pourquoi pas se tourner vers des alternatives comme la chicorée. Ouais.
Tout à fait. Il y a effectivement des cahiers des charges qui sont mis en place pour sourcer du café de spécialité. C'est des cahiers qu'on peut appliquer aux autres ingrédients. Et en ce qui concerne la chicorée, il y a plusieurs lectures différentes. Moi, je dirais que déjà la première chose, c'est effectivement sur le produit, privilégier la chicorée en grains, qui du coup est plus naturel, moins industriel que les poudres qu'on peut retrouver. Et ensuite, il y a une question sur l'origine aussi, mais là qui est plutôt, on va dire, de la fierté nationale. Mais en étant le premier producteur mondial, je trouve ça quand même un peu mieux de valoriser cette production nationale plutôt qu'aller chercher de la chicorée qui maintenant pousse dans d'autres pays, notamment en Europe de l'Est ou autres. On peut privilégier un sourcing local puisqu'on a la capacité de produire en local. Aujourd'hui, plus de 80% de notre chicorée qui est produite, elle part à l'export. Donc on l'envoie dans le monde entier. Donc un peu dommage d'en importer, même si ça se fait pour des raisons de coût et autres. Après, voilà, il y a aussi des enjeux de... Moi, j'appelle ça le sourcing en conscience. Si ça ne vient pas de France, savoir le justifier et la transparence vis-à-vis du consommateur. Parce qu'aujourd'hui, en tant que consommateur, en 2024, on a des tonnes d'informations. Et je suis d'accord avec toi, le français first, mais il y a des enjeux, il y a un principe de réalité. Et parfois, avoir au moins cette traçabilité, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc ça rejoint ce que disait Charlène sur l'importance du sourcing et d'avoir l'information au bon endroit de tout ce qui est traçabilité. Alexis, sur le cacao, tes priorités en termes de qualité, indicateurs de qualité, ce serait quoi? Alors juste moi, par rapport les quelques questions très basiques, je dirais qu'il faut se poser quand on aborde le sujet. Et je pense que c'est les questions que n'importe quel torréfacteur de café de spécialité a les réponses. On peut se poser les mêmes questions sur le cacao, effectivement. Qui l'a produit, quand, où et comment. Oui. Ouais, parce qu'en fait, on se rend compte en fait que dès qu'on pose ces 4 questions sur le cacao, même dans des endroits qui sont de spécialité, on se rend compte que finalement les réponses souvent sont vagues, voire absentes. Et donc c'est un premier exercice, je pense, qui est intéressant de faire comme introspection déjà sur comment on travaille avec les ingrédients qu'on a dans la boutique. Et après, de là, se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut faire, comment on veut faire changer le truc. Alors après, nous, en quelques mots, qu'est-ce qu'on cherche en termes de qualité? Pour nous, ça commence dans la ferme. C'est-à-dire que c'est une question de vision du producteur, de méthode agricole, de terroir, de terrain, dans l'endroit dans lequel se trouve le producteur et de l'environnement, de la biodiversité dans laquelle se trouve la plantation. Ça, c'est des éléments qui sont hyper basiques, pour nous, essentiels pour pouvoir construire quelque chose. Donc il y a besoin d'un alignement de vision avec un producteur qui comprend la qualité de ce qu'on cherche, avec qui on peut s'embarquer dans un chemin de longue haleine, entre guillemets. Oui. Parce que c'est ça aussi. Je pense que la qualité, ça vient avec une idée plus de long terme et de partenariat. De partenariat. Ça peut se créer aussi la qualité, parce qu'un produit qui va être plus avec ou moins les bon, associations peut-être. Oui, mais je dirais plus que les associations, c'est un cacao. Si Belco va dans une ferme de cacao et que le produit, le goûte, il est peut-être pas ouf, mais eux ils savent, là il faut travailler le process. En fait, ton process, la collaboration avec les producteurs, c'est ça qui est hyper important. Très importante, ouais. Alors moi j'ai 2 questions qui me sont venues. Avant de les oublier, je vais vous les poser. On a parlé de la date de production presque, ou en plus du sourcing et de la transparence. Charlène, je crois que tu avais des informations dans mes souvenirs sur dans le café spécialité, on regarde beaucoup la date de torréfaction. De plus en plus, on va regarder la date de récolte, même si pas encore assez à mon goût. Je crois savoir que sur le thé, c'est un peu différent. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est vrai. Oui, pour le café, du coup, c'est mieux d'avoir une crop qui va être fraîche, donc une récolte fraîche. Moins d'1 an. Après, au-delà de 2 ans, en fait, le café, il se conserve pas. C'est pas un grand cru. Enfin, c'est pas comme le vin, quoi. Au bout d'un moment, le café va perdre de sa qualité organoleptique, surtout va sécher, il va plus être pareil à la torréfaction. Et une fois que le café a torréfié, au bout de 3 mois, ça commence vraiment le profil commence à descendre. Donc, ça dépend aussi le style de torréfaction, le torréfacteur aussi. Ça, oui. Et pour le thé, c'est différent. Pour le thé, effectivement, on a des grands millésimes. Par exemple, en Chine, on va avoir des pu'er, donc des thés fermentés. Génial. 98. Waouh. Plein d'années, ça se conserve très bien. Ou le Oriental Beauty.
C'est un thé de Taïwan qui est excellent avec des notes de miel. Il a la particularité en fait d'avoir été piqué par un petit insecte. Et la feuille, elle va donner une réaction qui va apporter plus de sucrosité. Et ensuite, il y a tout le process d'oxydation du thé. Et ça va donner un profil de miel, d'abricot. Et pour moi, l'Oriental Beauty, c'est un peu comme le geisha du café, mais version thé. Tu dis comment? Oriental Beauty? Oriental Beauty, ouais, à Taïwan. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais. C'est des réflexes. En fait, c'est des produits qui sont vraiment spécifiques et il faut les connaître, quoi. C'est une expertise. L'oxydation dans le café, on fait la chasse à l'oxydation. C'est ça, c'est fermentation dans le café, alors qu'on est plus sur oxydation sur le thé. Donc on va avoir le thé blanc, le thé vert, le thé noir, le oolong, qui est une oxydation un peu plus poussée qu'un thé vert et moins que le thé noir, et qui va apporter des saveurs différentes. Pareil, on a le Camellia sinensis, donc la plante principale, mais après on a d'autres variétés de thé, on a des feuilles qui sont différentes. C'est un peu un univers en fait. Comme dans le café ou dans le cacao, où il y a le forastero par exemple, des variétés de fèves. On retrouve pareil pour le thé. Pour le thé. Ouais. Oui, d'accord. On peut même, les millésimes, les bouteilles de vin qu'on cherche avec l'année de naissance, ça peut être un cadeau, le thé avec... Bref, je divague un peu. Benjamin, ça se conserve comment, tes produits? Il y a une date, entre guillemets, où les profils organoleptiques sont plus les mêmes ou... Oui, en fait, encore une fois, c'est la torréfaction, donc c'est un produit frais, une fois que ça a été torréfié. J'ai plus de contraintes sur la chicorée. D'accord. Qui du coup est plus composé d'eau, donc ça va avoir une date de consommation. Il faut essayer de privilégier la chicorée la plus fraîche possible. Toujours on ne consomme pas juste après la torréfaction, parce qu'il faut laisser le temps aussi aux produits de revenir dans un état où les arômes vont être les plus intéressants. Donc on laisse un peu de temps après la chicorée, mais comme le dégazage du café, du coup, on retrouve des similitudes, c'est marrant. Ouais. Ouais. Et par contre pour les céréales, il y a des meilleures conservations parce que par la nature, après j'ai pas poussé la recherche non plus extrêmement loin. Non, mais c'est déjà une information qui est intéressante. Sur les céréales, ça permet d'aller plus loin. Après pareil sur la diversité. Comme je l'ai dit, sur la chicorée, on a une variété principale. Bon, il y a plusieurs tests qui sont faits. Moi, je travaille beaucoup je travaille exclusivement la chicorée bio. Donc, il y a énormément de recherches parce que c'est encore une production qui utilise pas mal de fertilisants ou autres sur les versions conventionnelles. Donc, il y a beaucoup de recherches qui sont menées et j'essaie de suivre un petit peu de loin, mais ce qui m'est proposé, moi, en termes de sourcing, n'est pas très large. Donc, je suis resté sur des choses basiques. Sur les céréales, par contre, il y a plusieurs variétés de céréales. Même un orge peut avoir plusieurs déclinaisons en fonction des terroirs. Je vois des différences. Maintenant, c'est vraiment niche et très spécifique. Et il faudrait explorer encore de manière extrêmement large. Et j'avoue que c'est aussi pour ça que j'espère que la tendance va aller vers plus de torréfaction de ce type de produits. Parce qu'on n'est pas encore énormément de torréfacteurs spécialisés sur ces produits-là. Et plus on va être, plus on va pouvoir développer l'expertise et aller chercher des choses de plus en plus intéressantes. Avec une corporation de la chicorée peut-être, ou des boissons à base de... Il y a un syndicat déjà, mais ça se met en place tranquillement. Doucement mais sûrement. Alors du coup, ça m'amène à ma deuxième question que je ne voulais pas oublier sur l'aspect de spécialité. Dans le café de spécialité, c'est quand même un gage de qualité. Est-ce que pour le cacao, c'est pareil? Et est-ce qu'il y a un débouché, un marché? Est-ce qu'il faut le créer, comme le dit Benjamin sur les céréales et la chicorée? Au plus on saura à développer une offre, au plus la demande va arriver. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Alexis, de cet aspect de spécialité du cacao? C'est intéressant. C'est vrai que je pense que le mot de spécialité qu'on applique maintenant au cacao, il vient du café, clairement. D'accord. Après, je pense qu'il n'y a pas de définition comme peut poser l'ASCA sur le café, de dire c'est tel niveau, machin. Il n'y a pas l'ASCA du cacao, quoi. Il n'y a pas l'ASCA du cacao. Alors, il y a plusieurs organisations qui essaient de se positionner un peu comme référents. C'est hyper intéressant d'ailleurs. C'est un peu l'état dans lequel est la filière maintenant. Par contre, ce que je trouve hyper intéressant, c'est que du coup, vu qu'il n'y a pas cette structure qui est à la fois un mal, mais aussi un bien, parce que de l'autre côté, en fait, on va prendre peut-être de base, par rapport au niveau de maturité de la filière cacao de spécialité, d'emblée, on a pris en compte, je pense, tout de suite, les critères plus extrinsèques liés au produit.
Et notamment, par exemple, moi personnellement, sur nos cacaos, quand on travaille avec des chocolatiers, on se fait beaucoup questionner sur les niveaux d'agroforesterie, sur les conditions commerciales avec les producteurs, sur les questions de revenus décents, etc., qui sont des problématiques cœur, sociales, environnementales, liées aux produits, et qui font partie pour nous maintenant intégrante de cette définition de spécialité, au même titre que les propriétés organoleptiques, etc. Donc voilà, c'est peut-être une particularité. Oui, et ça forcément la filière cacao a bénéficié de l'avancée. Il y a aussi, quand c'est pas encadré, il y a un bien et un mal. Le bien, c'est que ça permet aussi peut-être plus de créativité, plus de marge de manœuvre. Bon, à voir. L'avenir nous le dira. Moi, dans le développement de ces produits, il y a un truc qui me, je sais pas vous, mais je pense que vous aussi, mais ça m'agace un peu, c'est de voir que tout le temps, ces offres de produits, elles se construisent en opposition à l'argumentaire café. C'est-à-dire, on positionne le produit. Par exemple, la chicorée, je pense que c'est vraiment le summum de ça. C'est si vous ne pouvez pas boire de café, il vous reste la chicorée en produit, je vais caricaturer, mais de seconde zone, parce qu'il n'a pas de caféine, parce qu'il a des bienfaits. Alors il y a toute une liste presque médicamenteuse, et c'est une vérité, des bienfaits de la chicorée. Mais moi, ça m'énerve un petit peu parce que je suis persuadée que ces deux filières, elles sont complémentaires, et on voit dans les tendances marketing un peu que parfois ça casse un peu le café pour pouvoir s'implanter. Est-ce que c'est complémentaire selon vous tous ces produits-là, et qu'est-ce qu'on peut dire un peu de tout ça ? Oui, c'est sûr, c'est complémentaire. On ne peut pas remplacer le café par la chicorée, on ne peut pas remplacer la chicorée par du café. Enfin, voilà, chaque personne doit trouver aussi ce qui lui plaît, ce qui lui convient. Ça va dépendre aussi du moment de la journée. Peut-être que le matin, on va vouloir prendre un café, à midi, la chicorée, le soir, un chocolat chaud. Enfin, voilà, ou un cocktail, un peu plus tard. Oui, et toi, tu le vois, oui, que ça s'utilise à tout moment de la journée. C'est ça. Ouais. Pour repartir aussi des tendances, en fait, il y a effectivement un enjeu de santé qui est omniprésent chez les consommateurs. Dans la filière, il y a des notions, les gens veulent consommer des produits de qualité, mais ils veulent aussi faire attention. Donc il y a toute une éducation, je trouve, qui est en train d'être faite sur justement les niveaux de caféine, en fonction des méthodes d'extraction, en fonction des cafés et autres, qui est très intéressant. Et effectivement, il y a aussi d'autres produits qui sont développés. Maintenant, on voit des cafés collagènes, on voit les boissons fonctionnelles, les boissons fonctionnelles, pardon, avec également des champignons, le chaga, le reishi. Il y a plein de choses qui effectivement sont là pour répondre à ces enjeux-là. Pour moi, la chicorée vient pas sur ce terrain-là parce que effectivement, c'est un produit à part entière. J'ai dit ce sont parce que j'inclus aussi les céréales. Où en fait, pour moi, on est en train de parler de produits complètement différents qui effectivement dans une carte d'un coffee shop sont complémentaires. On peut parler de choix alternatifs, mais ça n'a rien de substitut. Souvent, les gens, en fait, c'est assez naturel puisque la couleur va être semblable. On va avoir une boisson avec des teintes très proches de celles du café, mais finalement, on n'a pas les mêmes profils aromatiques du tout. On n'a pas forcément les mêmes méthodes d'extraction non plus. On n'a pas les mêmes enjeux santé non plus. Donc effectivement, sur la chicorée, on est sans caféine. On a des fibres hydrosolubles. On a des minéraux qui passent à l'infusion. Donc il y a des choses intéressantes, mais on est sur quelque chose de complètement différent. Et effectivement, il faut absolument que la filière de la chicorée fasse entendre ces messages-là, mais que la filière du café aussi se saisisse de ces enjeux-là, et notamment par le biais des baristas qui font le pont entre les deux mondes, de savoir justement orienter les consommateurs et de s'éduquer justement sur les différences intrinsèques de chaque produit. Oui, alors ça, là, je te rejoins complètement. Moi, c'est mon dada de dire que le barista, aujourd'hui, en 2024, il ne travaille plus que le café. Moi, j'adore inventer des mots. J'ai inventé le concept du barista full stack. Pour ceux qui ont fait un peu d'informatique, ça vous parlera. Pour les autres, je ferme la parenthèse. Charlène, dans ton métier, pour moi, tu en es l'exemple. Tous ces produits se travaillent en même temps. Non, c'est vrai. Après, moi, je suis vraiment passionnée partout. Je suis très, très curieuse. Donc, ça facilite un peu la tâche. Mais c'est important dans le métier de barista de savoir déjà bien connaître le café, son extraction, d'où il vient, pouvoir en parler aussi aux clients. Et c'est vrai que quand on commence barista débutant, on ne peut pas tout lui demander non plus. Non. Donc c'est bien, il faut avoir aussi un bon manager pour que le manager il puisse transmettre le savoir à son barista.
Mais c'est vrai que quand on commence, c'est petit à petit. Et moi, je ne savais pas tout ce que je sais aujourd'hui. En fait, c'est beaucoup. C'est la vie qui nous forme aussi, les personnes qu'on va rencontrer. C'est l'aventure, quoi. Donc, c'est bien. Voilà, c'est bien d'avoir un maximum de connaissances. Et c'est l'une des qualités premières, du coup, je dirais, pour être barista, c'est être curieux. Ouais. Voilà, avoir la technique, la maîtrise et puis la curiosité pour aller chercher un petit peu à droite à gauche d'où vient le cacao, comment ça fait la chicorée, pour pouvoir en parler. Ouais, je suis complètement d'accord. Et moi, j'ai l'impression, avant, il y a quelques années encore, le métier de barista, on l'associait à barman quand on ne savait pas ce que c'était, et les professionnels du café s'attachaient à faire la différence. Non, un barista n'est pas un barman. Et j'ai l'impression, ne serait-ce que dans le côté association de saveurs, que de plus en plus, les deux métiers se rejoignent. Tu en es l'exemple incarné. Toi, tu as les deux compétences. Oui, c'est vrai, et on le retrouve aussi, là je pense aux baristas, aux compétitions de baristas. C'est vrai que maintenant on leur demande de faire une boisson signature à base de café sans alcool. Donc moi dans les compétitions Coffee and Good Spirit c'est avec alcool et café. Mais c'est vrai que de plus en plus on va chercher à donner une touche à son coffee shop avec une boisson signature, quelque chose qui va représenter en fait notre marque. Oui. Donc oui, de plus en plus le barista, c'est vrai, doit commencer à avoir des petites techniques du barman. Des tendances aussi, d'un point de vue métier sur les boissons. En termes de débouchés sur le cacao de spécialité, est-ce que c'est une boisson qui, je pense, j'ai un exemple en tête très précis d'une entreprise où, je ne sais pas si on peut la citer, mais qui font des super produits, qui s'adressent à un public un peu éveillé de Coffee Geek, où on fait des extractions en méthode douce de cacao de spécialité. Est-ce qu'il y a un marché là-dessus, ou est-ce que c'est quelque chose à pousser, où est-ce qu'il en est le consommateur, est-ce qu'il connaît tout ça? Ouais, c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à explorer. Après, ça sera au consommateur de juger si c'est quelque chose auquel il est réceptif ou pas. Mais en tout cas, c'est intéressant. Parce qu'en fait, on se rend compte que de par les propriétés qu'il y a dans la fève versus les pots, etc., donc plus ou moins de gras, tout ce qu'on va, les impacts des différentes méthodes dans la tasse qu'on peut voir sur le café s'appliquent souvent de manière encore plus exacerbée sur le cacao. Notamment quand on réfléchit au gras. Si on fait une piston par rapport à une V60, rien à voir là. Enfin, il y en a une qui va avoir beaucoup plus d'onctuosité, etc. Le gras sera passé sur la piston, alors qu'il sera retenu dans le filtre en papier. Donc, on a des expériences de dégustation dans la tasse qui sont radicalement différentes en fonction des méthodes. Après, il y a souvent. Alors, après, il y a ça. Donc ça, c'est plus innovant dans ce sens-là. Oui. Et qui amène beaucoup de dynamisme aussi dans le monde, je pense, pour les baristas, avec une autre manière d'appréhender le cacao. Parce que c'est vrai que le cacao a toujours été utilisé sous forme de chocolat par les baristas pour faire des chocolats chauds, souvent avec plus ou moins de complexité sur la préparation des boissons en fonction du chocolat qu'ils travaillaient et comment leurs fournisseurs avaient travaillé le chocolat avant. Et là aussi, je pense qu'il y a une manière, il y a beaucoup de potentiel, parce qu'on voit maintenant, du fait de ces chocolatiers bean to bar, qu'on retrouve maintenant, il y en a partout, on en voit, il y a encore 5 ans, on aurait dit, ok, il y en a une poignée de main en France. Aujourd'hui, il y en a vraiment partout, quoi. C'est-à-dire que je mets au défi de quelqu'un de ne pas en trouver un dans un rayon de 50 km autour de chez lui. Et en fait, du coup, ça crée aussi énormément de potentiel pour se rapprocher d'un artisan qui partage des valeurs similaires et développer des recettes et des produits ensemble. Donc moi, je crois beaucoup dans les collaborations et de croiser les réseaux entre torréfacteur ou coffee shop et chocolatier bean to bar. On revient sur la complémentarité des filières. Il y a une question qui me vient plutôt pour les torréfacteurs. Est-ce qu'un torréfacteur de café pourrait se dire, tiens, si je me forme, si j'en apprends un peu plus sur le cacao, est-ce que je peux utiliser le même équipement pour torréfier mon cacao? Est-ce que je peux faire comme ça des collaborations autour du... Alors c'est génial parce que là, nous personnellement, on le vit quasiment au quotidien. Ayant énormément de contacts et de clients dans le monde du café et développant notre activité de sourcing de cacao, naturellement, il y a des ponts qui se sont créés. Donc c'était génial parce qu'on a eu des clients qui sont torréfacteurs de café qui ont été réceptifs, qui ont voulu commencer à utiliser ce produit, le cacao. Et donc là, on a vu plein de systèmes certains vont peut-être décider de juste le torréfier et après de confier les fèves torréfiées à un chocolatier qui a les autres machines pour pouvoir continuer le process. Donc c'est une manière de mettre sa signature de torréfacteur sur un autre produit
et de faire vraiment une collaboration où les deux ont touché le produit, l'ont transformé, ont mis leur signature dessus. Là-dessus, c'est assez puissant. Après, on voit toute forme de collaboration. Après, ça peut aller... on arrête le process, là, on a envie de l'arrêter, j'ai envie de dire. Ça peut être sur du gruau, ça peut être sur du chocolat, ça peut être sur des pots, ça peut être... mais par contre, je trouve que le système de collaboration, moi, on en a fait maintenant dans tous les sens, dans tous les pays en Europe, il y a des exemples. Et dans tous les cas, c'est un bonheur, en fait. C'est vraiment une manière de se retrouver entre artisans sans être dans un logique... Enfin, il n'y a pas de compétition, on est sur des terrains qui sont différents, mais on se comprend et on a une passion pour la qualité. Et donc, il y a des choses très naturelles qui se créent et qui sont vraiment amusantes. On étend le principe de torréfaction collaborative aux autres. Ouais. Ça serait envisageable sur les céréales ou parfois il y a des limites, hein, ça peut être... Sur les céréales, c'est envisageable. Sur la chicorée, c'est plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle est sucrée, elle laisse derrière elle des... parce que ça a été pas mal de recherches de mon côté pour aboutir à ça. Mais en fait, c'est assez compliqué de torréfier la chicorée, notamment parce qu'elle va avoir tendance... à vraiment caraméliser énormément à la torréf, et en fait il y a beaucoup de torréfacteurs qui veulent pas se lancer aussi pour pas endommager leur machine, mais aussi parce que effectivement ça peut être un petit peu plus particulier à torréfier, donc il faut adapter certaines techniques ou trouver des petites solutions sur les machines. C'est un produit spécifique. C'est ça, c'est un produit spécifique. Mais après, il y a des adaptations à faire, et je suis assuré que d'ici quelques années, on aura des machines qui nous permettront de pouvoir être hyper versatiles sur les produits maîtrisés par le torréfacteur. Bon, merci beaucoup, c'est très intéressant. Je crois qu'on a un petit peu fait le tour des sujets. Alors, on n'a pas abordé le maté, on avait dit qu'on abordait le maté. Je pense qu'on est un peu... Je crois qu'il y a un timing à respecter. On le dit, hein, du coup, le maté, en plus du café, du cacao, de la chicorée. Oui, ça fait partie des produits qu'on peut aussi proposer en coffee shop, qu'on peut boire à la maison. C'est ça. C'est aussi un cérémonial qui vient d'Argentine. Qui apporte le boost nécessaire. On a un expert en fait, un expert maté. Si vous avez plus de questions, c'est par ici. Et c'est intéressant parce qu'en Argentine, il va être plutôt, c'est un produit quotidien, alors que nous, ce serait dans les coffee shops une expérience culturelle, une piste peut-être s'il y a des professionnels dans le coin. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, juste rapidement, il y a aussi une autre émergence dans les coffee shops, justement sur les produits tels que le maté, où en fait il y a aussi une offre qui arrive en ready to drink. Ça arrive sur les cold brew, ça arrive sur les matés, ça arrive sur les kombucha, sur les kéfirs. C'est des choses qui peuvent être maîtrisées par les baristas dans le café, mais il y a aussi un moment où on ne va pas pouvoir demander au barista d'être un expert de toutes les boissons possibles, et donc il y a finalement aussi plein de possibilités. Encore une fois, on en revient au sourcing, mais il est aussi possible d'aller étendre son offre avec du ready to drink, avec un cahier des charges extrêmement précis qui permet quand même d'offrir des boissons de très grande qualité. Et tendance ready to drink, on est à la frontière entre l'artisanal et l'industriel, c'est hyper intéressant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions peut-être pour nos experts produits associés et dérivés ou... Ah oui, une question par là-bas. Okay. Ah, il me reste 5 minutes. On a plein de questions possibles alors. Oui, moi j'avais une question sur le transport parce que je vois votre Clean Ocean t-shirt et moi ça m'intéresse beaucoup l'empreinte carbone de tout ce que voilà. Du coup, je voulais savoir quel était l'impact sur le prix entre un café ou un cacao qui a traversé des kilomètres soit à la voile, soit en traditionnel. C'est une très bonne question. C'est une question d'échelle en fait en général. Parce qu'effectivement, on prend je prends la casquette plus logistique Belco, mais en gros, ça dépend de la taille des bateaux. On prend un porte-conteneur classique, on met 40 000 tonnes dessus. Le prix au kilo est forcément beaucoup plus faible que si on prend une goélette en bois sur laquelle on va mettre 20 tonnes. Après là, nous, donc, c'est tout l'objectif de ce qu'on a développé Belco dans notre partenariat avec TOWT, qui est un armateur de bateaux, qui a construit ce voilier cargo dans lequel on a la capacité de mettre à peu près 1000 tonnes. Donc là, en fait, on trouve un juste milieu. Enfin, on arrive, en fait, c'est toute l'idée, hein, c'est de pouvoir passer à l'échelle sur ce type de transport. De dire, OK, on arrive, en fait,
Porte-conteneur, on va dire qu'on est aux alentours de 40 centimes au kilo de transport. Goélette de 20 tonnes, on est entre 6 euros et 15 euros au kilo juste sur le transport. Donc on a deux univers complètement différents. Et donc là, l'idée, c'est de dire, OK, on a une capacité de charge de 1000 tonnes, on arrive à peu près au kilo à 1 euro sur le prix du transport. Donc on dit, là, peut-être ça peut devenir quelque chose de faisable, de viable économiquement aussi pour nos clients, les torréfacteurs, et que les consommateurs aussi puissent prendre ce surcoût. Donc c'est un pari, hein, mais effectivement, c'est un enjeu énorme. Après, il y a 1000 autres raisons pourquoi le faire. Il y a une question environnementale, mais il y a des questions aussi se détacher de la dépendance aussi au pétrole. Mais après, voilà, c'est une autre discussion et il y a beaucoup de choses dont on peut parler sur pourquoi aussi on s'est engagé sur ce sujet. Et je me permets de rebondir rapidement. Je me suis lancé dans la chicorée et les céréales aussi par conviction environnementale, après un master en sciences de l'environnement. Je sais que ça ne va pas convaincre tous les consommateurs, et là encore, ça n'a pas forcément une raison d'être d'opposer des produits exotiques avec des produits qu'on peut avoir en local. Toutefois, ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que sur le café, le vrai problème, il y a un enjeu du transport, il est évident. Maintenant, sur vraiment l'empreinte environnementale du café et ses émissions de CO2, le vrai sujet, c'est sa production. Et notamment le fait qu'il y ait énormément de production intensive. Donc c'est vrai que l'impact environnemental du café de spécialité n'a rien à voir avec l'empreinte environnementale du café classique. Mais il y a un vrai sujet sur la production encore plus que le transport. Et c'est vrai que moi, en ce qui concerne la chicorée, l'ADEME annonce divisé par 5 l'empreinte CO2 d'une chicorée en comparaison du café. Moi, j'ai fait des études internes avec Bordeaux Sciences Agro. Je pense plutôt qu'on est sur une division par 10 de l'impact carbone. Maintenant, l'impact carbone ne peut pas être regardé que lui. Il y a aussi tout l'impact sur la biodiversité aussi. Il y a plein de choses. C'est aussi pour ça que de toute façon, les cultures de café, de cacao et de produits exotiques sont centrales aussi pour le développement des régions productrices. Et on ne peut pas on ne pourra pas demain dire il faut absolument arrêter le café en France parce que c'est pas produit ici, alors qu'il y a aussi un intérêt quand même au niveau mondial et global. On peut pas arrêter, et c'est pas noir et blanc, mais il y a vraiment des réflexions. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a un vent qui souffle, pour reprendre la voile, mais sur justement des interrogations, une volonté de mieux faire dans les filières et chez les producteurs, donc c'est hyper intéressant. Tout à fait. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Oui, bonjour. Pour vous, question un peu précise. Comment se consomment vos boissons à base de chicorée ou de céréales ? Dans un coffee shop, comment on fait ? On le met dans le moulin ? On fait que des méthodes douces ? On peut le passer en espresso ? Enfin, des questions un peu concrètes sur comment peut-on proposer vos produits dans un coffee shop classique ? Tout à fait. Alors souvent je fais de l'accompagnement justement avec les baristas qui mettent en place les produits. Mais alors pour vous les remontrer rapidement, on a du coup un blend signature. Donc à l'intérieur on va retrouver chicorée, orge, épeautre et sarrasin. Là on va plutôt partir sur les méthodes d'extraction douce, donc V60, Chemex, qui sont à privilégier. Là du coup on va utiliser les filtres plutôt classiques. Et sur la chicorée, on va plutôt aller vers soit de la méthode douce également, mais on peut aussi la passer en perco. Et là, ça va dépendre un petit peu des machines et aussi des volontés des baristas et de ce qu'ils veulent aller chercher. Là, moi, j'ai des cossettes et du coup des grains qui sont assez gros, mais qui vont quand même pouvoir passer au perco en fonction des machines. Et donc, on va avoir une chicorée qui va être relativement douce parce que, à défaut de l'avoir moulu, l'extraction va être plus difficile dans le perco, mais va donner un résultat qui est quand même intéressant. Et sinon, le barista peut aller jusqu'à la moudre, mais on risque d'avoir des résultats qui sont quand même très amers et qui sont un peu niche pour le consommateur, qui vont le sortir un peu de sa zone de confort, un peu trop. Mais souvent, on va aller vraiment regarder ce qu'a le barista à disposition pour pouvoir le mettre en place, mais en tout cas il y a toujours des solutions. Je parle même avec des salons de thé, j'ai des salons de thé qui vont aussi utiliser les ustensiles du thé. On peut utiliser la théière sans problème ou des filtres à thé également. On va avoir des résultats qui seront différents mais qui vont aussi pouvoir coller aux différents univers. C'est vrai que dans le coffee shop avec une extraction V60 Chemex, on va avoir quelque chose
chose qui se rapprochera effectivement d'un café. Dans un salon de thé où on va utiliser la théière, c'est vrai qu'on aura quelque chose de plus léger, mais qui s'apparentera aussi plus à l'univers du thé ou des rooibos. Donc intéressant. Si je peux me permettre le complément pour avoir utilisé en coffee shop la chicorée, c'est tout à fait possible sur le matériel, c'est au niveau du moulin que la question va se poser. Sur le matériel, si on fait bien son travail de flusher et de nettoyer son matériel tous les soirs, il n'y a pas de souci. Sur le moulin, il faudra avoir un moulin méthode douce dédié parce que vraiment ça garde des traces. Mais il y a des résultats très intéressants, notamment avec des bypass. Si vous êtes familier des bypass Aéropress, ou ce qu'on va moins aimer dans le café, on va pouvoir le faire au niveau de la chicorée avec des résultats intéressants. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je crois qu'on est... Je sais. Une dernière. Ah, merci, la gardienne du temps. Bonjour, j'en ai deux petites en fait. La première, c'est vous parlez de chicorée en grains, mais donc on est bien d'accord que c'est de la... Cossette, ouais. C'est pas du grain en fait, c'est plutôt des morceaux, ok. Je laisserai répondre. Et ma deuxième question, c'est on parle de la combinaison, enfin de l'association des produits tels que chicorée, cacao, etc. dans les coffee shops en parallèle du café de spécialité. Mais pour connaître un peu le milieu, il peut aussi y avoir des résistances, j'imagine. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a des résistances de la part de certains professionnels sur des produits qui ne seraient pas purement café? Très intéressant ça, oui. Oui, complètement. Alors effectivement, sur la chicorée, on l'a dit en grain parce que par l'aspect, ça ressemble à du grain et que par l'usage, on peut du coup la moudre et donc avoir le parallèle avec le monde du café. Mais effectivement, c'est des morceaux. Et du coup, en fonction des torréfacteurs, on va avoir des torréfacteurs qui vont préférer torréfier des morceaux qui sont tout petits, qui sont presque de la mouture, et d'autres qui vont torréfier des morceaux qui sont vraiment plus gros. Donc ça diffère et c'est surtout en fonction du torréfacteur. Et ensuite, sur le marché, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait, comme on l'a expliqué pendant là, tous ces échanges-là, il y a un sujet d'image de ces produits-là. Et justement, tant que le produit est mis en face et en concurrence ou en ennemi ou autre, ça ne pourra pas vraiment être sain comme relation de développement. Maintenant, honnêtement, il y a quand même une ouverture d'esprit, notamment dans le monde du café de spécialité, parce qu'on est tous drivés par des sujets de qualité et autres. Il y a plus de problématiques dans les espaces plus traditionnels, avec les problématiques que connaît également le café de spécialité, où c'est difficile de s'implanter dans des endroits qui sont monopolisés par des gros acteurs dont on ne citera pas le nom, parce qu'on en parle déjà trop. En complément, je dirais juste aussi qu'il y a effectivement dans les coffee shops en général, il y a l'espace barista et puis il y a souvent aussi un espace retail. Donc après, voir aussi qu'est-ce qui a du sens en fonction des produits qu'on utilise. Et voilà. Mais après, il y a aussi utiliser toute la flexibilité de l'espace pour voir comment il peut y avoir des complémentarités. Effectivement, si c'est juste une contrainte supplémentaire pour un barista qui devrait apprendre peut-être une technique ou quelque chose. Mais voilà, c'est de voir comment on peut utiliser tout l'espace et les possibilités. Je crois qu'il y a une dernière question, mais je la pose. C'est où peut-on déguster les produits de Bibo aujourd'hui sur le salon? Demain matin. Alors ça sera demain. Mais oui, sinon n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Même j'ai ce qu'il faut aussi pour faire une extraction. Si jamais on peut trouver un stand, faire sur le comptoir là maintenant, c'est possible. D'accord. Mais sinon, oui, plutôt demain. Demain matin sur le stand Faema avec moi-même en barista Aquarius Coffee Lab, on proposera un blend à base de chicorée et plein d'extraction douce. Bah, super. Et puis, je rappelle que Bibo est sponsor de notre concours du meilleur coffee shop de France, première édition. Et on a eu la chance d'avoir, entre autres, comme soutien Bibo, qui va offrir, je crois, aux gagnants un mois de céréales, hein, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Chicorée et céréales. Donc, on pourra également aller déguster chez les lauréats les boissons prochainement. Alors, on n'a pas encore le nom des lauréats, mais on se réjouit d'avance. Merci beaucoup. Et dernier complément aussi à ce qui a été dit, peut-être rappeler qu'il y a une conférence sur le transport à la voile qui va être présentée lundi, qui sera notre dernière conférence justement sur le sujet, présentée par Belco avec toute la filière qui est en train de s'organiser dans une filière plus durable. Et donc, transport à la voile lundi à 15h. Voilà, merci encore. On peut les applaudir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup.